Bonjour, je reviens sur le sujet des Peuls, de la tribu Peul et de sa réalité en fait, de sa structure. Je vais parler de sa structure et du fait qu'il y ait comme ce qu'on pourrait appeler des castes et une tout particulièrement qui fait l'objet de beaucoup de débats qui dit caste de Machube ou bien esclave. Voilà. Donc, premièrement, ce que je vais dire, c'est qu'en fait, il faut toujours garder à l'esprit que ce qui nous paraît négatif l'est que dans la mesure de notre connaissance. Ça veut dire que si une chose paraît négative à quelqu'un, il se peut que cela ne soit pas perçu comme tel pour quelqu'un de plus sage, de plus connaisseur si on veut. Quelqu'un de plus développé spirituellement ou bien qui a plus de connaissances ne va pas voir ça de cet œil-là. C'est pour cela que, bon, par exemple, dans la vie, il y a souvent des événements qui arrivent et qu'on considère vraiment malheureux et terribles, mais avec le temps, on se rend compte que c'était pas vraiment ça en fait. Voilà, c'est que souvent la vie fonctionne selon des sagesses qui échappent à l'homme ordinaire. Voilà, il y a un exemple palpable de cela dans le Coran ou dans la sourate Kahf, où il est dit que Moïse avait rencontré quelqu'un qui était plus sage que lui et qu'il voulait en fait lui faire la compagnie pour apprendre de lui. Mais le monsieur lui a dit que bon, tu peux pas tolérer ce qui échappe à ta connaissance en fait. Ce que tu ne comprends pas, tu peux pas le tolérer parce que pour toi c'est automatiquement négatif. Voilà. Et donc dans cet épisode par exemple, il y a des moments où une personne les aide à traverser une rivière et que le monsieur, pour remercier la personne, lui trouve son bateau et le fait couler. Et une autre fois, il rencontre un jeune enfant et le monsieur tue l'enfant. Et une autre fois, ils sont chassés d'un village qui ne veut pas les accueillir. Mais à la sortie du village, il y a là une maison dont la clôture est sur le point de s'effondrer. Le monsieur va, il répare la clôture. Et là, Moïse lui dit, mais les messieurs ont été méchants avec nous et tu les aides en retapant la clôture d'une maison du village en fait. Voilà. Dans les autres cas, tu as tué un enfant innocent. L'autre fois, pour remercier un gars qui nous a fait du bien, tu as fait couler son bateau. Mais le monsieur en question, il répond à Moïse que oui, pour le bateau, à partir de sa propre sagesse, il savait qu'il y avait une sorte de général qui venait confisquer le bateau pour la guerre. Donc il a fait couler le bateau, sachant que le monsieur, le général et l'armée va venir derrière, et que voyant le bateau en mauvais état, ils ne le confisqueront pas. Et ce sera un bien pour en fait, ce sera un bien finalement pour le propriétaire du bateau en fait. De même, il dit que l'enfant, de sa sagesse, il avait compris que l'enfant serait terrible en fait, qu'il ferait souffrir ses parents et qu'il les égarerait. Or, il sait que, selon sa sagesse, il sait que les parents de cet enfant sont des gens justes et bons. Donc, il a fait ça dans la visée que le Père et Dieu va redonner des enfants meilleurs à ces messieurs-là, à ces parents-là. La troisième partie dit que en fait la clôture appartenait à un monsieur, à des orphelins dont les parents sont décédés en fait, mais les parents avaient caché leurs richesses dans la clôture et que vu que les villageois sont méchants, le monsieur, selon sa sagesse, il savait que si la clôture s'effondre et que les richesses sont révélées, eh bien les enfants seraient expropriés en fait. Voilà. Donc, ce qui paraissait anormal à Moïse, en fait, injuste, pour l'autre qui était plus sage que lui, c'était tout à fait logique en fait. Voilà.
Donc il faut garder cela à l'esprit lorsqu'on juge nos ancêtres en fait. Surtout en Afrique, on est des tribus très très anciennes, la plupart, on est des tribus très anciennes. Voilà, on sait que par exemple les Peuls, leur présence est notée il y a un minimum 4000 ans. Ça selon la connaissance en fait occidentale ou de cette civilisation aussi. Voilà, mais on sait que ce n'était même plus ancien. Voilà. Donc lorsqu'on se met à juger des lignées ou des tribus d'une telle ancienneté, il faut garder à l'esprit que peut-être que certaines choses nous échappent. Voilà, on peut ne pas être totalement à mesure de conclure sur les actes de ces gens-là, parce qu'aujourd'hui on voit par exemple les traces des œuvres des anciens, parce qu'aujourd'hui il y a certaines de ces traces qui échappent à la science moderne. Donc, concernant les Peuls et l'esclavage, le caste des esclaves. Donc, les Peuls, très tôt, ils avaient compris qu'en fait, Peul déjà, il faut savoir que ça signifie errant. Donc, c'est la tribu errante. La tribu errante, elle n'a pas d'origine. Voilà. Aujourd'hui, on nous dit qu'on n'est pas africain. Oui, ça c'est vrai en réalité, on n'est pas africain. Mais autant qu'on n'est pas africain, on n'est pas asiatique. On pourrait même dire qu'on n'est pas terrestre. Parce que la tribu errante n'a pas d'origine. Elle est l'origine. Oui. Et maintenant, comme je l'ai dit tantôt dans un truc, dans un discours, ça veut dire qu'elle ne se définit pas par des traits physiques. Elle ne se définit pas par sa biologie. Elle se définit par sa dynamique. Voilà. La tribu Peul est typiquement définie par sa dynamique. Et c'est pour cela qu'elle est la plus diversifiée de toutes les tribus africaines. Et donc, du monde en réalité, en fait, de la planète. Il n'y a pas une tribu qui a autant de diversité en elle. Il y a des pays qui ont des diversités, mais en parlant d'une tribu, d'une seule tribu, il n'y a quasiment pas une tribu autant diversifiée. Peut-être, à la limite, on pourrait parler des Juifs. Voilà. Parce que dans les Peuls, il y a des blancs, il y a des clairs, il y a des noirs, il y a des plus noirs, il y en a de tout en fait. Voilà. Et de là aussi le fait que on est présent quasiment sur tout l'axe équatorial qui traverse l'Afrique. Surtout l'équateur qui traverse l'Afrique, les Peuls sont présents. Voilà. Maintenant de là, ils avaient très tôt compris que, en fait, de la structure même de cet univers ou même de cette planète et de la nature, toute chose fonctionne comme un arbre. Et c'est pas étonnant que l'arbre a été toujours le symbole même, un symbole de la structure spirituelle des sociétés. Pas de leur structure physique, mais de leur structure spirituelle. Parce que l'arbre a toujours symbolisé le lien, la relation entre la terre et le ciel. Elle a les racines dans la terre, mais elle a ses branchages, ses feuillages dans le ciel. Et donc les Peuls, calqués à ce modèle-là, ou bien ce modèle-là a été calqué à la tribu errante, à la tribu originelle, on voit que en fait dans la société il y avait, pendant que certaines couches de la population étaient en surface, si on veut, visibles, voilà, socialement élevées et épanouies en surface, il y avait une caste qui était orientée vers le fond, vers le bas, vers les profondeurs du self ou bien du soi. Et c'est cette caste-là qui est dit Machube ou errante. Et de cette caste-là,
héberger en fait les principaux courants de la société. Les principaux courants qui formaient les piliers de la société sont extraits de cette caste-là. Par exemple, le courant des griots, le courant des cordonniers et tisserands, le courant des forgerons, le courant des soldats, le courant des artisans. Donc les arts dans toutes leurs formes prenaient source dans cette caste-là. Et même les musiciens aussi, les artistes, en fait tout ce qui a trait aux arts, qui est en fait le fondement culturel et social d'une société, la base d'une société, prenait source dans ce courant-là. C'est pour ça qu'en fait, techniquement, tout peuple était Machubé. Tout peuple peut remonter sa chouche à cette base-là, à ce groupe-là. Voilà, donc juste comme un arbre, une partie est orientée vers le bas et une partie émerge en surface. Mais la partie qui émerge en surface paraît plus grande et vit à la lumière et profite du beau soleil, des joies de la vie. Pendant que l'autre est dans l'obscurité et descend dans les profondeurs. Maintenant, cette couche-là, en fait, d'après cette couche-là, à la base, n'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens essaient de faire croire que oui, que ce serait suite à des guerres que les prisonniers ont été réduits à cet état-là. Déjà, il faut savoir qu'il y a une subtilité, il y a des différences vraiment grandes et d'autres subtiles entre le concept de Machubé, qui est traduit comme esclave, et celui d'esclave au sens occidental du terme. Il y a des grandes différences en fait dans l'approche de ces choses-là. Chez les Peuls, c'était vu comme une caste, mais pas un groupe déshumanisé qui est considéré comme inhumain. Chez les Peuls, on savait très bien qu'ils sont considérés totalement comme des humains, juste ayant un statut particulier. Leur humanité n'était pas remise en cause. Non. En plus de cela, comme je l'ai dit, à l'origine, c'était une structure voulue même de la société. Maintenant, au cours de l'histoire, tout comme tous les autres tribus africaines en fait, qui ont subi une sorte de dégénérescence, où les gens sont perdus le fil conducteur de leur propre science, de la science de leur propre structure. Donc il y a eu une sorte de désorganisation au fil du temps qui a fait que les prisonniers se sont retrouvés classés dans ce groupe-là, des prisonniers suite à des guerres tribales entre les tribus. Maintenant, il faut savoir que chaque tribu en faisait ce qu'il voulait de ses prisonniers aussi. Il y en a des tribus dont on sait que historiquement ils étaient cannibales, au sens où ils bouffaient leurs prisonniers littéralement parlant. Il y en a d'autres qui les tuaient, il y en a d'autres qui en faisaient autre chose. Mais chacun se débrouillait pour gérer les résidus de la guerre, les prisonniers. Maintenant, chez les Peuls, il y a eu, à partir d'un certain temps, une tendance à reclasser ces gens-là et à les mettre dans cette caste-là. Au fur et à mesure que la tribu elle-même commençait à se disloquer, perdre la science de sa propre nature. Voilà. Après aussi, il y a eu une deuxième partie qui s'est associée, qui a été celle des gens achetés. Parce qu'il faut bien que les gens comprennent que
Bien que malheureusement aujourd'hui les gens ont tendance à vouloir embellir l'Afrique, ça veut dire qu'à vouloir ennoblir l'Afrique, mais au sens des valeurs occidentales du terme. Ouais. En essayant de un forcing, soi-disant qu'on n'aurait rien fait en Afrique par rapport à relatif à ce qui est considéré comme dégueulasse aux yeux de cette civilisation actuelle. Ça veut dire que il faut bien savoir que quand on dit que quelque chose est beau ou laid, ça dépend de quel point de vue on se pose. Voilà. Donc il y a cette tendance là. Maintenant, cette tendance là veut que les Africains auraient tous été purs au sens des yeux de la civilisation actuelle, ce qui est faux. Il faut savoir que il y a juste 100 ans en arrière, le commerce d'êtres humains en Afrique était quelque chose de banal, d'accepté et de commun. Partout, en tout cas dans l'Afrique noire, c'était vraiment une chose présente partout. Voilà. Moi-même personnellement, de mon propre village, il y a là une famille dont le monsieur connaît très bien d'où il vient. Il avait été vendu par son propre père et il connaît très bien d'où il vient. Mais bon, il n'a pas voulu y retourner. Il le sait, il s'est installé avec nous, il a sa famille, il a ses enfants, il a ses grands-enfants. Voilà. Et donc, le commerce humain, c'était vraiment quelque chose de banal et de commun. Le problème, c'est qu'en fait, la majorité des panafricanistes et de ceux qui parlent de l'Afrique aujourd'hui, ce sont souvent des gens qui ne sont pas imprégnés de la vie, de la culture profonde de l'Afrique. Beaucoup de gens ne savent pas que la zoophilie a existé en Afrique, la prostitution a existé en Afrique. Le fait de coucher avec les cadavres a existé en Afrique. Il y a beaucoup de choses vraiment qui nous paraissent aujourd'hui aberrantes, mais qui ont été en Afrique intégrées dans des cultures. Et le problème, c'est que lorsque c'est récupéré par les étrangers, ils la pervertissent. Voilà. C'est comme si vous voyez aujourd'hui le tatouage était quelque chose de noble, mais aujourd'hui c'est plutôt associé à du banditisme, à du voyeurisme, à des valeurs un peu nobles, alors que dans les tribus anciennes, c'était quelque chose de noble généralement. Voilà. La nudité était quelque chose de commun en Afrique, mais après que ça a été récupéré par les cultures étrangères, ça a été perverti. Aujourd'hui, une personne qui se baladerait les seins nus serait vue négativement. Alors que dans notre culture ancienne, même moi, étant enfant, les gens se baladaient nus, même les personnes âgées, les femmes âgées. Voilà, sans que cela pose de problème à qui que ce soit. Voilà, donc, en aparté cela. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, cette caste-là, au fil du temps, a eu ces trois composantes-là. Mais la composante chouche, que nous un peu on appelle le gouridjeti, c'est des gens aux 7 couches de peau. Ce noyau dur-là est essentiellement peul en fait à la base. Et il est issu juste d'une volonté d'organisation sociale. Tout comme par exemple en Europe aujourd'hui, si on observe bien, il y a les banlieues. Les banlieues sont la source culturelle des sociétés européennes. Quand on regarde aux États-Unis, ce sont les Noirs américains, les gens issus de l'esclavage, qui sont la base et la source culturelle des États-Unis. De même, dans la tribu errante, dans la tribu Peul, il y avait cette sagesse-là qui était déjà là.